matchs-là qu'on aime, qu'on veut jouer, ces matchs où il faut montrer de la personnalité. Bonjour tout le monde, on est reparti pour une nouvelle semaine de Ligue des Champions. Les matchs de barrage nous proposent déjà les matchs retour. 22 buts la semaine dernière, ça a déménagé, c'était particulièrement sympa à suivre, avec notamment Jonathan Lange et Thomas Châtel qui étaient présents sur le plateau du Multilive. Ils sont présents sur le plateau du Champions Club. Comment ça va? Salut Mathieu, bonjour à tous. Ça va et toi? En forme, parfaitement en forme. Il faut être en forme, on n'a pas le choix dans ce rythme effréné. Thomas. Salut tout le monde, salut Mathieu, salut John. Bon, pour celles et ceux qui n'ont pas tout vu, ou en tout cas qui ont loupé l'essentiel, on vous propose ceci. Ce qu'il ne fallait pas rater. Une rencontre sur le papier qui est magnifique. Peut-être une finale avant l'heure, comme on aime le dire, et on espère en tout cas sur le terrain que ce match tiendra toutes ses promesses. Il va seul et il y va. Il a raison. Ousmane Dembélé, le serial buteur. Dembélé qui récupère et qui finit. Dembélé. Quel arrêt. Réflexe de Benitez, le plus beau du match. La frappe. Oh, quelle pêche. Kelvin. Il fait trembler les filets. Oh, bien joué de la part de Perisic. La frappe. Oh là là, c'est super. Premier poteau, c'est magnifique. Ouais, comme c'est ça où il a provoqué. Et c'est ce qu'il fait d'ailleurs à la vitesse. Comme c'est ça où le centre. Bamboula qui est là. Et il marque. Ça veut à la Bamboula. Pour donner à Brandt. Brandt peut donner peut-être en deuxième zone avec Adeyemi, c'est génial. Comme contre, fantastiquement bien joué. Ce ballon en profondeur, il est très intéressant. Pavlidis qui remporte son duel. Pavlidis qui fait sauter. Oh, quel but, s'il vous plaît. Vangelis, Pavlidis. C'est foutu en deuxième. Ouais, le ballon avec la reprise, elle est belle. Et la volée de Harry Kane. Mal très offensif et l'envoi, justement, qui termine au fond. Maignan surpris au premier poteau. 3 minutes de jeu, Igor Pechao. Le centre de Grealish, il est bon ce ballon. Et Haaland, il est là ce but contre le Real. Il l'attendait depuis 4 matchs. De Valverde, le ballon revient dans le rectangle. C'est un très très bon ballon. Avec Mbappé qui loupe sa frappe et c'est dedans quand même. La sortie d'Ederson, encore une fois, il est en retard. Ederson, ça va être le 3e but. C'est impensable. C'est impensable. Il est à contre-temps depuis le début de ce match. Ouais, super retour sur ce qui s'est passé la semaine dernière avec David Prudhomme. Merci à lui. Bon, s'il y a un moment à retenir, Thomas, toi, tu as eu la chance d'être à l'Etihad Stadium. J'imagine que ça doit être lié à cette rencontre de fou, encore une fois. Le dernier moment qu'on vient de voir, qui montre que le groupe vit bien au Real, si vous vous posez la question. Et on en parlera, je pense, dans oui, cette émission. Sûr, le groupe est soudé et me donne l'impression d'être solidaire pour l'instant, jusqu'à ce moment-ci pour l'instant. Ouais, ça sera donc pour mercredi soir, le retour Real City. Jonathan, un moment à retenir, côté belge, on a quand même battu les champions d'Europe. Ouais, mais je resterai aussi sur ce match-là avec la séquence après le but de Mbappé rebaptisé Kékette par Marc Delire. C'est le fou rire de Mbappé et de Vinicius, en fait, qui se moquait gentiment d'Ederson, qui a vécu un match très très compliqué, comme on l'a entendu dans la voix de Quentin. Donc ouais, cette complicité en fait qu'il y a entre les deux est vraiment le symbole de ce fameux groupe qui vit bien et de cette équipe qui joue quand même pas si mal. Très clairement, l'une des images déjà de la saison, ça me paraît clair. On aura l'occasion d'en reparler d'ici le 31 mai et de cette fameuse finale qui aura lieu à Munich. À propos de Munich, regardez le programme. Le Bayern joue ce mardi. Le Bayern qui a fait 0-0 face à Leverkusen et donc pour la première fois depuis 17 ans n'a pas tiré au cadre, n'a pas cadré un tir cette semaine. Ça reste quand même l'une des infos aussi au niveau du foot international. Gros chapitre, vraiment, dès mardi 18h45. Milan-Feyenoord, Milan qui va devoir renverser la tendance. Dédric Boyata sera notre invité mardi. Et mercredi, Thomas Meunier sera avec nous. On a du beau monde sur le plateau. Écoutez, quand on voit le programme, ça sera sympa à suivre, c'est sûr. Et ça ne reste que des barrages. Ouais, le PSG est qualifié, ça on peut le dire aussi. Oui, j'aimerais quand même revenir sur le chiffre que je viens de vous annoncer. Donc 0-0 entre le Bayern et le Bayern, ou plutôt entre le Bayern et le Bayern, parce que le match avait lieu à Leverkusen, et un Vincent Kompany qui, je ne vais pas dire s'est renié, mais qui n'a pas joué au foot. En tout cas, son équipe n'a pas joué au foot. Leverkusen a en tout cas très bien joué, mais à l'arrivée, il a obtenu aussi le résultat qu'il voulait, parce qu'ils ont 8 points d'avance à 12 journées de la fin du championnat, et jamais un tel écart a été remonté dans l'histoire de la Bundesliga. Donc... Désormais renommé Vincenzo Catenaccio. J'ai lu ça quelque part aussi. Je trouve que ça amène quand même de la crédibilité à ce coach qui finalement
ne devait prendre qu'un point. S'il y a bien un match où il fallait pas perdre, c'était celui-là, parce que je pense que là maintenant le fossé est là par rapport à Leverkusen. Ouais, et donc si le Bayern gagne, ou en tout cas se qualifie, je pense honnêtement qu'ils sont comme un ballottage favorable face au Celtic, on ne voit pas trop ce qui pourrait arriver de fâcheux, ça sera soit l'Atlético, soit Leverkusen. À nouveau, hein, donc ouais, mais voir, je serais quand même un peu plus prudent que vous. Souvenez-vous du 3-0 pris contre Feyenoord. Il y a des trous d'air dans cette équipe. C'est à la maison. C'est à la maison, c'est différent. Le Celtic à l'extérieur. Mais... Oui, le Celtic à l'extérieur, mais attention, ne croyons pas que ce soit 99% fait. Très bien, petite piqûre de rappel de Thomas Châtel, c'est toujours important, je pense aussi, qu'on ait les idées bien claires par rapport à ce programme. On l'a vu, le programme, et donc mardi soir, le club de Bruges joue son avenir européen du côté de Bergame. No sweat, no glory. Il y a quand même beaucoup de paramètres qui plaident en faveur des Italiens, mais, on ne sait jamais. Le champion de Belgique est là. Et quand on veut, là, Talbi, allez, maintenant c'est bon, hein. Oui, voilà, cette fois-ci c'est bon. Juste là au quart d'heure. Mais comme Verdom, c'est mérité. Het is verdiend et nul voor Brugge. Oh, magnifique. Ça c'est le meilleur moment pour vous faire comprendre, mais voilà, mais c'est ça, il faut pas tendre la joue, elle vous punit directement. Mais c'est bien joué des Italiens, mais quelque part c'est de la faute de Bruges. Non mais là, ils sont... Quoique ils passent encore, hein, au forceps, pourquoi pas, Nixon il y va aussi encore de nouveau. Il y a quoi là? Penalty. Yes, il le donne, penalty, sur c'est normal, Nixon. Et c'est logique. Ah bon? Bon allez, une patate, ne commence pas à faire du bazar. Allez. Nilsson, pour moi ça dans mon gars, et Vouille. Yes! C'est bon ça! C'est parfait! J'adore avoir tort! Bravo Benoît! 2-1, je pense qu'on en restera là. Atalanta, c'est pas rien, c'est quand même les champions d'Europe, et on est vraiment très fiers de ça. We need to be ready to try to win the game. It's the only thing that counts in this knockout phase to pass the round. Ouais, de l'amertume dans les propos de Charles de Ketelaar, parce que il y a ce penalty qui fait débat encore une semaine plus tard, cette main donc de Yen au niveau du visage de Nilsson. Moi je vais me montrer aussi chauvin que Marc, hein, en disant il y a penalty, mais c'est vrai que si on se montre un tout petit peu correct, il faut bien avouer que c'était assez léger. Bon voilà, la situation elle est telle qu'elle est, mais ça va être clairement, j'imagine, un paramètre avec lequel le coach Gasperini va vouloir jouer. Clairement, on a vu aussi son comportement, il était complètement dégoûté en quittant Bruges. Ouais, il a même pas vu la fin du match. C'est vrai qu'il est rentré au vestiaire une fois que le penalty a été transformé par Gustav Nilsson. Et c'est vieux comme le foot. C'est un levier qui va activer forcément cet esprit de revanche après ce penalty inexistant, on va dire ça comme ça. Non, on peut pas dire inexistant. La seule chose, c'est qu'il faudrait tous les siffler. Voilà, t'en siffles 40 par match, quoi. Oui, mais 40, peut-être pas, mais un par match, oui. Si la faute a lieu dans le rond central, probablement qu'on la signale, Jonathan. Je suis pas sûr. Hein. Même pas. Non, en fait, ça dépend si le joueur, malheureusement, si le joueur tombe ou pas. Si le joueur tombe, souvent, on va la siffler, parce que son bras, il n'est pas à hauteur normale. Je veux dire, son bras, Nilsson joue particulièrement bien le coup aussi. Nilsson s'écroule. Ouais, c'est ça, c'est bien fait de la part de Nilsson. On se plaint assez souvent du manque de vis que peuvent avoir les équipes belges. Là, mais c'est symptomatique aussi du statut qu'a Bruges maintenant. Avant, on n'aurait pas sifflé pour Bruges ce genre de phase. Et la réussite qu'a Bruges pour l'instant, ça fait partie de ça aussi. Mais justement, Thomas Châtel, impeccable en termes de transition, puisque le premier chapitre qu'on voulait aborder, c'est la réussite de Bruges. Alors Nilsson, ok, en réussite face à l'Atalanta, quand même un peu moins face à Saint-Tron ce week-end, avec l'un des ratés du week-end. On a beaucoup parlé de celui de Camara, mais Nilsson, Bruges prend un point à la dernière minute grâce à Solis, mais j'imagine que Nilsson aura aussi repensé à cette fameuse occasion. Oui, et pourtant c'est l'homme en forme à Bruges, hein. C'est lui qui pour l'instant a le plus marqué de tous les attaquants. Solis a remarqué, mais était plutôt dans une période un peu plus compliquée. La preuve, c'est pas Jutgla qui sort, c'est Solis qui sort, hein, durant ce match face à l'Atalanta. Mais oui, Nilsson, ça va rester dans sa
tête à mon avis, et c'est pas une bonne nouvelle pour Bruges. Bon, cette réussite, c'est vrai qu'en Ligue des Champions, on a beaucoup parlé de ces matchs face à Aston Villa, face au Celtic, le fameux 9-2 du Bayern qui permet au final de passer devant. Est-ce que cette fameuse patte de lapin, elle va encore être présente mardi soir pour Nicky Hayden à l'Atalanta, au Gewiss Stadium? Ouais, je pense qu'elle sera pas trop en tout cas, mais c'est vrai qu'à un moment donné, quand ça se reproduit de manière si récurrente, c'est aussi un certain savoir-faire qu'on voit apparaître sur ce genre de match-là. Alors c'est clair que des erreurs comme Tyrone Mings ou comme Cameron Carter-Vickers, c'est pas facile à dire, le défenseur du Celtic, il n'y en a pas non plus tout le temps, mais je suis assez d'accord avec Thomas, c'est le nouveau standing aussi de Bruges qui n'est plus le gentil petit club belge qui s'invite comme ça en Ligue des Champions sur un malentendu. On voit une équipe aussi qui grandit et ça joue de tout son poids en tout cas sur ce type de rencontre-là. Ouais, et vous devez savoir aussi que les supporters de Bruges en ont marre qu'on dise que leur équipe favorite a de la chance ou a de la réussite, et ils estiment que finalement c'est un comportement qui est provoqué par leur formation. Il faut il faut de tout pour faire un monde, et c'est ce qui fait évidemment le charme du foot. On est charmé très clairement par Talbi, qu'on a appris à connaître depuis quelques semaines. Je rappelle qu'il est bruxellois, parce qu'on entend régulièrement qu'il est originaire de Sambreville. Oui, il est né à Sambreville, mais il a grandi à Bruxelles, il est passé par Tubize, et il joue au club de Bruges depuis qu'il a 11 ans. Il y avait un excellent reportage aussi de nos confrères du Atlas Nice à son sujet, sur toute sa formation. On rappelle quand même qu'il a eu les ligaments croisés il y a quelques mois de cela. Il est en train d'exploser, vraiment. Talbi, quel regard vous portez sur sa progression, les gars? C'est la preuve aussi de la réussite de la formation, de la post-formation brugeoise. Ça montre à quel point Bruges est capable de sortir finalement des joueurs qu'au départ on n'attendait pas. Il a profité du départ de Skovholsen aussi, il faut le dire. Et honnêtement, il est en train de monter en puissance. Je l'avais déjà trouvé excellent face à Genk au match retour de Coupe de Belgique. Et là, il commence à gommer en plus le fait qu'il était un petit peu moins réaliste dans le dernier tiers avec cet assist sur joue de glas. Donc gros potentiel, une vitesse au-dessus de la moyenne, on l'a tous vu, et si en plus il devient décisif dans le dernier tiers, alors là ça devient très très intéressant. Il y a sa vitesse et sa vision du jeu. À un moment donné, il trouve une diagonale en première période contre l'Atalanta qui est juste géniale, elle est dans le timing parfait et ça aboutit derrière à une occasion. Et c'est vrai qu'il y a une énorme marge de progression aussi, ça reste un jeune joueur. Et il faut surtout espérer que du côté de l'Union belge, on ait bien conscience du potentiel de ce joueur-là. Parce que tu évoquais avant sa blessure au ligament croisé. C'est quelque chose qu'on a suivi de très près au niveau de la fédération marocaine. On a pris beaucoup de ces nouvelles à ce moment-là. Et ça peut influer aussi dans son choix. Vous avez lu cette info-là aussi, comme quoi Vincent Manard devait être très attentif au statut des binationaux. C'est quelque chose qu'il a envie de travailler dès le plus jeune âge. C'est surtout qu'en fait, au niveau du Maroc, il y a un process qui est déjà très très avancé. Si le Maroc est allé très loin à la Coupe du Monde 2022, c'est aussi en se reposant sur les binationaux, il y a une vraie politique qui est mise en place. Puis il y a un certain Chris Van Peuvelt qui est là-bas et qui n'aide pas évidemment la Belgique pour l'instant. Et Mohamed Ouabi aussi qui est présent au niveau de la sélection marocaine. Walid Regragui, le sélectionneur, en est l'exemple même. Il a fait sa carrière en France aussi. Donc c'est pas certain que Talbi devienne un jour Diable Rouge. Non, hélas. Merci de me remonter le moral, Jonathan Orlange, ça fait toujours plaisir. Bon, un chiffre tout de même qui fait plaisir concernant Talbi, vous en faites ce que vous voulez, mais en tout cas c'est un des joueurs les plus rapides de cette Ligue des Champions. Il avait été flashé à du 35,9 km/h, ça veut dire que seul Alan, Matheus Nunes, Kuhn et Baldé ont fait mieux. C'est quand même une belle référence. Il est dans le top 6, en gros, de cette Ligue des Champions. On espère qu'il va faire mal à cette équipe de l'Atalanta. L'Atalanta qui a partagé l'enjeu face à Cagliari. Et CDK, Charles de Ketelaar, était sur le banc ce week-end. Que faut-il retenir d'un match, un partage face à Cagliari? C'est un peu comme un 2-2 face à Saint-Tron, finalement. Oui, pour une équipe de l'Atalanta qui est en difficulté en 2025, en perte de vitesse et 12 matchs, seulement 3 victoires en fait, et une seule à domicile, c'était contre Sturm Graz. Donc c'est pas non plus la plus grosse des équipes. 4 défaites, 5 nuls. Et voilà, je pense qu'on l'a vu au match aller. C'est plus l'Atalanta du début de saison, mais ça reste une machine bien huilée, ça c'est clair, avec certains retours peut-être. Mais justement, les clés de la rencontre, les retours, Thomas, on en parle. Colosagnac, normalement c'est fait. La presse italienne murmure quand même de plus en plus que Lookman devrait être prêt pour ce retour. Le fait que Lookman soit là ou pas, ça change quand même beaucoup de choses.
Ça change beaucoup, même si je le vois mal commencer après autant d'absence, mais tout est possible parce qu'on a vu à quel point quand même l'Atalanta était dépendant de ses actions individuelles. Il n'y a pas d'autres joueurs offensifs de percussion comme lui en un contre un. De Ketelaere n'est pas ce genre de joueur. Et donc oui, sa présence, qu'elle soit sur le banc ou directement, sera hyper importante. Dans les autres clés, il y aura la capacité de Bruges à résister à l'intensité, évidemment, de l'Atalanta, parce que je m'attends à une Atalanta quand même avec une autre intensité. Et sur la longueur, est-ce qu'ils parviendront à tenir ? On a parlé de la pression qui allait être mise sur l'arbitre. Hein. Figurez-vous que c'est un certain Félix Zweier, l'Allemand, qui a un passé un petit peu compliqué et qui a notamment donné aussi cette carte rouge à Onyedika contre l'AC Milan. Hein, oui, c'est bien de le rappeler pour avoir déjà le contexte de ce match. Et en plus, on l'a bien compris, il n'est déjà pas très positif concernant l'avenir avec la Belgique pour Talbi. Il est encore moins positif par rapport à ce match de Bruges à l'Atalanta. Jonathan, je me retourne vers toi. Ouais, pourquoi tu n'es pas positif ? Tu as comme un mauvais pressentiment là. Je vois pas l'Atalanta passer entre guillemets autant au travers qu'au match aller où je les ai trouvés méconnaissables. Et c'est vrai que le retour de Lookman, Thomas a évoqué son absence, on en discutait avant, c'est 4 semaines. Donc voilà, c'est pas non plus une absence qui est délirante, mais c'est vrai que s'il entre à 30 minutes de la fin, avec ses qualités de percussion, ça peut faire mal. C'est vrai que c'est vraiment la clé. On se souvient vraiment de toute son importance l'année dernière dans la victoire en Ligue Europa de l'Atalanta. Donc moi, c'est un joueur qui me fait vraiment peur. Et je pense que la clé sera vraiment là sur le côté résister à l'intensité parce qu'ils vont y aller. Tous doivent une revanche. Et c'est vrai que ce week-end, ils ont fait tourner aussi, contrairement à Bruges. Il y a 7 titulaires qui ont été laissés au repos. Donc là-dessus, Gasperini, on peut quand même lui faire confiance. Et ils doivent aussi repartir de l'avant pour réenclencher une dynamique parce que pour l'instant, c'est vrai qu'ils sont un peu dans un creux. Plus que jamais, oui, il y a 2 Bruges aussi cette saison. Le Bruges du championnat belge, le Bruges de la Ligue des Champions. Donc le Bruges qui a montrer ce qu'ils ont montré cette saison face à des équipes comme Aston Villa ou comme à l'Atalanta au match aller, est capable d'aller faire un résultat là-bas. Mais ça dépend aussi de ses cadres, Mignolet, Van Aken et de Solis. Solis qui a retrouvé le chemin du but, ça peut être hyper important. Bon, très bien. Je trouve que vous avez été Ordonez, qui est aussi un joueur sur qui Bruges peut toujours compter, très clairement, depuis le début de la saison. Je trouve que vous avez été très complet pour ce chapitre-là. Il y a un paramètre que vous n'avez pas évoqué, c'est la possibilité qu'il y ait des prolongations aussi, très clairement. C'est valable pour Atalanta Bruges. C'est aussi valable, qui sait, pour le choc que tout le monde attend. Ça sera pour mercredi soir entre le Real et City. On en parle dans un bref instant avec Antoine Simoneau. Mais avant ça, on revient sur ce qui s'est passé la semaine dernière. L'immanquable. Ouais, la semaine dernière, forcément, Thomas, on était là, ce match complètement dingue de la part du Real qui a géré ce match tranquillement, mais sûrement, comme d'hab, on a envie de dire. Oui, géré, il faut le dire vite parce que Ceballos, il était dans ses petits souliers quand il provoque le penalty en seconde mi-temps. Il a d'ailleurs remercié pour finir Diaz, Vinicius, voire Ederson. Mais c'est sûr qu'on a surtout senti de mon côté et en fin de rencontre un City qui pouvait s'écrouler à tout moment mentalement. Et je trouve que c'était visible aussi de nouveau sur le visage de Guardiola et sa façon de coacher. On sent qu'à tout moment, s'ils prennent un coup, ils sont capables de s'effondrer totalement. Bon, on l'a bien compris. On va y aller par étapes. On va revenir sur le match de la semaine dernière aussi avec Antoine Simoneau. On parlera des matchs des 2 équipes de ce week-end. Et puis, on va préfacer évidemment le match de mercredi. Antoine, en direct d'Espagne, avec nous, bien sûr. Salut Antoine, comment ça va ? Salut Mathieu, salut à tous. Eh bien, écoute, parfait, ça va très bien. On a hâte d'être à mercredi. Oui, d'autant plus qu'il se passe toujours quelque chose avec le Real Madrid. Je propose d'abord de commencer par le match aller. Quel regard tu portes une semaine après ce match dingue avec autant de buts finalement ? Quel regard tu portes sur cette prestation madrilène dans l'ensemble ? Je trouve qu'ils ont été assez solides parce qu'il faut rappeler quand même que ils jouaient quasiment sur leurs 4 défenseurs titulaires ces dernières saisons. Et je trouve qu'à ce niveau-là, c'était plutôt rassurant. Je trouve qu'ils ont été aussi dans la maîtrise. On a vu aussi que ils savent jouer sur leur force, c'est-à-dire faire mal en contre-attaque. Après, je rejoins un petit peu Thomas. Ce qui m'a le plus déçu, c'est la prestation de Manchester City, qui, on l'a vu, est beaucoup moins dans la maîtrise, propose beaucoup moins ce jeu spectaculaire et attrayant qu'ils ont pu proposer durant plusieurs années. Et on sent effectivement qu'ils sont capables de s'écrouler en l'espace de quelques minutes, comme ça s'est passé
la semaine dernière. Donc c'est plutôt, j'étais plutôt déçu par la prestation de City qu'autre chose. Oui, entre-temps, il y a eu un match pour les deux équipes. Manchester City s'est bien comporté, en l'occurrence, là, pour le coup, face à Newcastle, avec un triplé pour Marmouche. On en reparle dans quelques instants. Mais Antoine, pour le Real, on a le sentiment qu'il n'y a plus aucun match qui paraît simple, même lors d'un déplacement a priori tranquille à Osasuna, à Pamplune. Ça ne s'est pas bien passé. Il y a surtout eu ce carton rouge de Bellingham qui fait débat en Espagne. Et puis, je te lisais ce lundi matin dans les colonnes de l'équipe, il y a le courroux du Real vis-à-vis de l'arbitrage qui atteint son paroxysme après tous les épisodes des dernières semaines. Ouais, Mathieu, c'est-à-dire que depuis 3 semaines, il y a des décisions arbitrales qui sont, c'est vrai, assez invraisemblables. Il y avait eu cet attentat il y a 2 semaines à l'Espagnol Barcelone sur Kylian Mbappé avec un tac par derrière sur le mollet alors que le joueur adverse, Carlos Romero, ne pouvait pas disputer le ballon et qui n'a pas été sanctionné d'une exclusion. Il y a eu ce pénalty très très litigieux provoqué par Aurélien Tchouaméni sur Samuel Lino, alors qu'il lui non plus ne pouvait pas jouer le ballon puisqu'il était déjà passé devant lui et contre l'Atlético, c'était la semaine dernière. Et puis ce week-end, il y avait encore eu un pénalty litigieux puisque Budimir, qui avait frappé, s'est fait effectivement marcher sur la cheville par Eduardo Camavinga. Mais là encore, le ballon était sorti, donc c'est des pénaltys VAR et qui coûtent cher, qui coûtent beaucoup de points aussi au Real, puisque ça fait 3 matchs qu'ils n'ont pas gagné en Liga. Ils stagnent un petit peu, mais en tout cas, le Real est vraiment indigné et en colère contre toutes ces décisions arbitrales. Mais c'est pas nouveau en Liga, c'est-à-dire que tous les week-ends, il y a des polémiques sur l'arbitrage et notamment sur l'interprétation de l'arbitre VAR, de l'interprétation du VAR. Ouais, l'arbitre d'ailleurs du fameux match entre l'Espagnol et le Real, l'arbitre qui était dans le VAR ce soir-là est pour l'instant suspendu. Bon, à propos de ce carton rouge, donc, on a vu les images qui sont aussi régulièrement postées sur les réseaux sociaux en gros de l'exclusion de Bellingham. Bellingham qui aurait dit, je ne suis pas un spécialiste évidemment dans ce type d'exercice, mais qui aurait dit je ne vous manque pas de respect et puis, ce sont les propos de Bellingham, fuck off, et non pas you. Ça, c'est pour recontextualiser ce qui s'est passé. Et donc, selon le Real Madrid, on a mal perçu les choses dans le chef de José Munuera. Ton point de vue par rapport à ça, encore une fois, Antoine? De toute façon, c'est... Après, c'est que, en fait... On a quelques toutes petites coupures. Entre le joueur et l'arbitre, c'est-à-dire que... Voilà, on t'a récupéré, voilà, c'est toujours comme ça. Vas-y, on t'écoute. Non, je dis, ce qui est dommageable, c'est encore la communication entre les joueurs et l'arbitre. Un arbitre qui ne comprend pas qu'à chaud on puisse s'emporter. C'est effectivement grossier de la part de Bellingham. Je pense que c'est pas une insulte, effectivement. C'est comme dire, allez, putain, en français. Parce qu'on est dans l'énervement. Je trouve que c'est un petit peu sévère. Après, si l'arbitre a considéré que c'était une insulte, il a aussi le droit dans le règlement de lui infliger un carton rouge. Mais moi, j'ai trouvé que c'était sévère. Et là encore, je trouve qu'on ne prend pas en compte l'énervement quand on est dans un match, l'intensité d'un match, les enjeux qu'il puisse y avoir et des réactions un petit peu à chaud. Même si c'est vrai que les footballeurs devraient prendre sur eux et être moins dans la contestation systématique. Antoine, tu as aussi l'impression que c'est quand même trop régulier dans le chef de Bellingham. C'est vrai que du côté des observateurs du football international, on a tendance parfois à cibler Vinicius, mais c'est aussi le cas pour Bellingham, selon toi? C'est un vrai problème qui est récurrent, c'est les énervements de l'anglais, ces contestations systématiques. C'est-à-dire que Vinicius et Bellingham sur 1 an et demi, là, c'est 38 cartons jaunes et 3 expulsions. Et c'est 5 matchs perdus chacun. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un vrai problème de comportement et qui pénalise finalement aussi leur équipe. Et c'est ça qui est dommageable. D'autant qu'on sait que ces deux garçons, ils sont assez vitaux pour le Real Madrid. Donc là, il va falloir vraiment remédier à ça et aussi se calmer du côté de l'anglais qu'on sent toujours sur tous les matchs là, depuis un moment très tendu, très nerveux.
Donc, et c'est un problème pour lui et c'est un problème pour son club, bien sûr. Ouais, donc 2 week-ends diamétralement opposés, hein, tant pour City d'un côté et de l'autre le Real. Comment tu as jugé finalement ces performances qui sont assez surprenantes, hein. City qui d'un coup en tape 4 à Newcastle, vu le contexte, c'était quand même pas gagné d'avance. Jonathan, pour commencer. Un match déclic pour Omar Marmouche, il n'avait pas encore marqué depuis son arrivée à City. Là, il met le premier triplé de sa carrière en 33 minutes. Après, il y a une petite ombre au tableau, c'est la sortie sur blessure d'Erling Haaland. Il s'est fait mal sur le 4e but, il a tenté d'aller represser derrière, mais il a une douleur au genou droit. Le problème, c'est qu'il s'est fait mal un petit peu tout seul. Et on sait quand même que sans lui, c'est nettement plus compliqué. Et puis le running gag de la semaine, Ederson, encore une passe décisive, c'est la 6e de sa carrière en Première Ligue. Aucun gardien n'a fait mieux, donc voilà, il est peut-être plus à l'aise avec ses pieds qu'avec ses mains. Oui, d'ailleurs, on a pu observer à quel point ses équipiers allaient le congratuler, hein. Je pense qu'ils ont compris que mentalement, il était un petit peu touché aussi. C'est vrai que si du côté du Real, il manquait toute la ligne défensive face à City, Guardiola, il a aligné 5 défenseurs centraux contre le Real, avec Stones au milieu. Et je dois dire que si je les ai sentis fébriles en première mi-temps, ça a pas mal payé en termes de possession, en termes de gestion du match. Et je pense que c'est plus un problème mental à City, comme je le disais. La moindre petite difficulté qu'ils connaissent dans un match, et ils ont tendance à vite s'écrouler. Et ce qui tranche complètement avec la force mentale, je trouve, du Real. Parce qu'on sait qu'ils ont besoin d'un rien justement pour aller exploiter derrière. Et je me mets à la place des équipes qui vont jouer contre le Real Madrid. Elles doivent chaque fois se dire que même si elles mènent au score, elles ne sont pas du tout à l'abri, parce que derrière, la machine peut se mettre en marche et peut tout écraser. Oui, il y a la machine du Real, et puis il y a aussi une question du public et surtout de nos followers sur les réseaux sociaux qui est liée au public. Figure-toi, Thomas, elle est pour toi cette question. Est-ce que la magie de Bernabéu va encore une fois opérer et aider le Real Madrid à se qualifier? Question de Dylan. Je pense que, comme John vient de le dire, que ce soit d'ailleurs à l'extérieur ou à Madrid, mais peut-être encore un peu plus à Madrid, il y a cette solidité mentale, cette sérénité, cette force tranquille qui vient sans doute aussi d'Ancelotti, mais qui fait en sorte qu'il s'en sort presque toujours. Mais attention quand même, le Real à domicile cette saison a pris quelques claques, et notamment contre Milan à domicile cette saison, mais aussi contre le Barça, on s'en souvient, en Liga. L'Atlético dans une moindre mesure avec ce match nul à domicile. Ça va aussi beaucoup dépendre, et je sais que c'était prévu d'en parler, sur les 4 fantastiques, hein, les 4 offensifs. J'enchaîne avec ça, parce que à la fois, c'est une arme. Pourquoi ? Parce que Rodrigo et Bellingham ne sont pas Neymar et Messi du PSG, et sont des joueurs du collectif, sont des gars qui sont capables de faire les mettre défensivement. Mais on a pu voir que au niveau du milieu de terrain, il n'y a pas vraiment de numéro 6 ratisseur pour compenser justement quand Rodrigo ne le fait pas, quand Bellingham ne le fait pas, parce que Vinicius et Mbappé, on sait qu'ils vont un petit peu moins le faire. À l'image du premier but de City, avec ce super ballon de Grealish pour Gvardiol qui remet à Lant, où finalement il a suffi d'un petit moment de déconcentration sur le côté droit avec Rodrigo. Oui, mais là j'ai envie d'entendre Antoine à ce sujet, qui voit tous les matchs du Real, tous les matchs des grands clubs espagnols. Est-ce que c'est possible de les faire cohabiter? On a entendu Thomas à ce sujet, mais surtout trouver un équilibre dans les autres compartiments du jeu, Antoine. Ancelotti l'a répété à plusieurs reprises, hein, tout dépend de leur investissement et de leur repli défensif. C'est-à-dire qu'en phase défensive, sur les gros matchs, quand il utilise ces 4 fantastiques, il y a Bellingham qui va se placer côté gauche, en milieu gauche, et Rodrigo en milieu droit. Et les deux devant doivent aussi exercer le pressing et revenir. Ce qu'ils ont plutôt bien fait, Ancelotti l'a souligné après le match, à l'aller contre City. Donc ça dépend énormément de ça. Et puis ça va descendre aussi peut-être, effectivement, comme le disait Thomas, dans le milieu. Est-ce que Tchouaméni, avec le retour de Rudiger qui est attendu, même si il est encore très incertain, Tchouaméni pourrait rebasculer au centre du terrain, dans le milieu, pour apporter justement son impact, j'allais dire sa science du placement, son côté très récupérateur. Ça peut aussi soulager le Real défensivement et lui apporter plus d'équilibre. Donc voilà, il y a ces données-là, mais l'équilibre défensif, c'est très simple, hein, c'est toute l'équipe qui doit défendre. Et ça, c'est le gros chantier d'Ancelotti. Ils ont plutôt réussi à bien le faire face à City. Donc on se dit que même s'ils aiment pas trop ça, se replacer et défendre dans les matchs importants, ils ont peut-être pris conscience que c'était indispensable pour justement pas passer à la trappe.
En ce Champions Club, on pourrait en parler pendant des heures, finalement, de ce match entre le Real et City. Antoine, on a envie de t'entendre en tant qu'expert du football espagnol. On aimerait bien avoir ta perception des choses par rapport au cas Courtois. On sait qu'on a désormais un coach français, un sélectionneur français ici en Belgique, en la personne de Rudi Garcia. Comment l'Espagne vit-elle la situation quant à un probable retour de Courtois en équipe nationale? Est-ce qu'on en parle? Ah, bien sûr qu'on en parle parce que c'est le meilleur gardien du monde, donc forcément on en parle ici. D'un point de vue sportif, je vais pas vous cacher que au Real Madrid, que ce soit chez les dirigeants, le staff, les supporters, on était plutôt content qu'il ait renoncé temporairement à la sélection belge parce que forcément ça lui évitait des risques de blessures, de la fatigue physique ou mentale. Après, on n'est pas non plus trop inquiet qu'il retourne avec les Diables parce que vu le poste qu'il occupe, eh bien, il risque aussi d'être moins usé, j'allais dire, physiquement qu'un autre joueur. Et puis, on sait que derrière, il y a Lunin qui est capable de très, très bien faire le boulot comme il l'a fait la saison dernière ou comme il le fait en Coupe du Roi. Et puis après, faut pas oublier que le Real Madrid est un club global, Mathieu. Donc, Courtois retourne chez les Diables avec, j'allais dire, une exposition médiatique internationale plus grande, eh ben forcément, ça va servir le prestige du club dans son ensemble. Donc là-dessus, au niveau des retombées, j'allais dire, médiatiques et économiques, on est plutôt satisfait de ça. Très bien, merci Antoine. Quoi qu'il arrive, on se retrouve plus tard dans cette Ligue des Champions, puisqu'on rappelle que l'Atlético et le Barça sont déjà qualifiés. Et j'imagine, en tant que fan du football espagnol, j'imagine que tu paries sur le Real aussi. Ouais, je pense, parce que je pense que City est assez fragile derrière. Et puis il y a le Bernabeu, même si Ancelotti a mis en garde ses joueurs cette semaine contre tout excès de confiance, j'allais dire, parce qu'ils ont l'habitude, quand ils ont un petit avantage à l'aller, de se reposer un peu sur leur laurier et de pas aborder les matchs comme ils devraient. Et on l'a vu par le passé, ils se sont fait souvent des frayeurs, ils se sont souvent mis en danger tout seuls. Mais très honnêtement, je pense que le Real, vu la qualité, c'est à domicile, ils vont passer. Ouais. Merci Antoine, excellente semaine de Ligue des Champions à toi et on se retrouve au mois de mars, car on y sera vite, au mois de mars. Ciao Antoine. Hasta luego, ciao. Merci. Ouais, hasta luego, c'est mieux. Quand on parle de foot espagnol, un dernier mot sur Kevin De Bruyne, qui était sur le banc ce week-end. Ouais, ménager aussi, mais je l'ai trouvé rassurant au niveau de sa prestation. Autant je l'avais trouvé inquiétant contre le PSG, autant je l'ai trouvé, je l'ai trouvé moins mauvais en tout cas contre. Mais sans impact sur son équipe. Mais c'est surtout ça qui me fait dire que encore Guardiola l'a répété cette semaine. C'est plus du tout le même Kevin qu'avant, et il y a quand même de grandes chances que ce soit le dernier match de sa carrière en Ligue des Champions. Ouais, ça, c'est quand même... quand tu m'as parlé de ça, en fait, ça m'a fait quelque chose. Parce que ça fait tellement d'années qu'on le connaît et qu'il nous a régalé. Imaginez que ça se termine, ça serait quand même, la fin d'une superbe histoire. En fait, ça devient de plus en plus difficile de s'imaginer un sursaut. Sur le plan physique, on a vraiment l'impression qu'il y a plus de jus et qu'il y en a moins en moins en tout cas, et que on le voit mal, en tout cas sur le plan physique, rebondir. Par contre, on sait qu'au niveau du talent, il est encore capable d'aller chercher des passes incroyables, mais pour ça, il faut être dans les conditions, et on sait que dans des matchs comme contre le Real, il n'y en a pas 36 des moments comme ça, et ça, on a pu ressentir, je trouve, ce côté impuissance. Et on sent que Guardiola, il veut le ménager parce qu'il y a tout l'historique, et il est un petit peu partagé entre je le laisse, mais finalement je le sors à quelques minutes de la fin, alors qu'il aurait pu le sortir bien plus tôt. Et qui sait, peut-être bientôt plus de Belges à City, puisque ça va pas beaucoup mieux pour Doku est revenu. Oui, mais quand je dis ça par rapport à l'avenir, c'est qu'avec Doku, à l'heure actuelle, bon, ce sera pour une autre fois cette discussion-là, parce que je le répète, on a encore plein de chapitres à aborder. Le prochain, justement, il concerne notre équipe nationale. Noir, jaune, rouge. On a eu la chance avec toute l'équipe de Pic Sport d'entrer en contact avec Zeno de Bast, qui est donc un joueur du Sporting du Portugal. Ça s'est très très mal passé lors du match aller face à Dortmund, avec une défaite 0-3 pour Zeno, qui a commencé la rencontre en tant que milieu récupérateur. Et donc voilà, on a pris des nouvelles le concernant, et on a envie de l'entendre par rapport à ce match retour. C'est quand même très mal embarqué pour les Lions. Ja, ik denk Dortmund... goede tegenstander. Thuis begonnen we goed aan de wedstrijd. Ik denk dat de eerste helft voor ons was en dat we
een aantal kansen hebben gecreëerd die we misschien wel moesten afmaken. En dan misschien de match anders gingen uitdraaien. Maar de tweede helft was een beetje moeilijker voor ons. En maken zij ook het tegendoelpunt. En dan ging het allemaal een beetje minder. Maar het is nog niet gedaan. Er is nog een wedstrijd volgende week in Dortmund. Gaat moeilijk worden, maar we geloven erin. En we gaan gewoon ons best proberen doen. Ouais, la méthode Coué là pour Zeno de Bas parce que ça s'est pas bien passé ce week-end. Il était sur le banc, 2-2 face à Arouca. Le Sporting est toujours en tête de ce championnat, un championnat qui a été aussi marqué par le décès de Pinto da Costa ce week-end, président légendaire du FC Porto. Tout ça pour dire qu'il est de nouveau défenseur central maintenant. Zeno de Bas, on ne sait plus vraiment à quel sein se vouer et je pense qu'il est le premier ennuyé par rapport à cette situation-là. Oui, c'est vrai. Je pense que s'il est là au milieu, c'est que Gonçalves, le maître à jouer de cette équipe du Sporting, est blessé depuis longtemps. Et donc, à mon avis, il n'a pas vraiment d'avenir au Sporting à ce poste-là, à moins qu'il y ait des départs. Et je pense que pour l'instant, aux yeux des supporters, défensivement, c'est un peu une déception par rapport à ce qu'on attendait et au montant de son transfert, évidemment. Ouais. Parce qu'il avait été aussi recruté par un entraîneur, Ruben Amorim, qui jouait à 3 derrière, alors que là, ils sont repassés à 4. On l'a déjà vu en sélection que c'est un système qui lui va peut-être pas forcément non plus quand la route s'élève. Ce qui pouvait marcher à Anderlecht à côté de Vertonghen marche peut-être un peu moins au niveau du Portugal. Et c'est vrai que c'est ce que David Stegen nous disait l'année dernière, que la direction sportive voyait en lui un défenseur central. Le petit problème, c'est que le directeur sportif en question, il est parti du côté de Manchester City. Ouais. Donc, et donc de Bast à City. De Bast. C'est toi qui fais le raccourci, c'est pas moi. Ouais, on va aller un peu vite là parce qu'il reste plus beaucoup de temps et on va quand même faire le choisis ton camp, parce que le choisis ton camp, je vais vous demander un exercice très très facile. En gros, ça sera de me répondre par oui ou par non. Choisis ton camp. Alors, je suis vraiment désolé pour Thomas et pour Jonathan qui ont longuement préparé leur argumentaire concernant Dembélé. C'est l'équipe qui posait la question la semaine dernière. Est-il actuellement le meilleur joueur du monde ? Eh bien voilà, la réponse aussi simple qu'elle est de Jonathan Lange. À l'instant T, oui. Mbappé. Voilà, ben voilà, ok, non donc pour Thomas, on développera tout ça dans le multi-live parce qu'on voulait aussi dégager du temps pour un joueur qui joue déjà pour son 2e club en Ligue des Champions cette saison. Il joue à Monaco, il a marqué 2 fois ce week-end face à Nantes. C'est Biret, il fait l'objet de la belle histoire. La belle histoire. Ouais, Biret qui doit marquer face à Benfica. Ouais, il faudra, parce que la Norvège, elle a Erling Haaland. La Suède, elle a Victor Gyökeres. La Belgique, Thomas Châtel. Et le Danemark, donc, Mika Biret. Vous l'avez compris, messieurs, la mode, elle est aux buteurs qui viennent du Grand Nord, version renard des surfaces polaires, avec sang-froid à toute épreuve. Un peu comme Alex Teclac dans un multi-live, en fait. Biret, c'est un fox in the box. Ça joue la fin en anglais parce que c'est un gamin qui vient de Londres. Il est né dans la capitale anglaise d'un papa germano-danois et d'une maman bosnienne. Il a commencé le foot à Fulham. Alors, il y a bien eu 8 semaines à Chelsea, le temps de se faire un ami pour la vie, Jamal Musiala, mais pas de marquer les esprits. Et c'est Arsenal qui a mis la main sur lui après ses 25 buts et 15 passes décisives en 37 matchs chez les U18. Sauf que chez les Gunners, pour faire son trou, c'était un peu compliqué. Alors pour cela, il y a les prêts. En 2022-2023, direction le RKC Waalwijk. Il y a un doublé à sa 3e entrée en jeu et puis 3 blessures. L'été suivant, direction l'école Motherwell, 4 buts sur ses 5 premiers matchs. On oublie sa blessure au genou, mais il ne fait que passer parce qu'Arsenal ne lui voit pas en lui un futur gunner, mais il y a de l'argent à se faire et voilà comment il est exfiltré d'Écosse pour être réexpédié en prêt toujours au Sturm Graz, où là c'est l'explosion, ça doit être l'effet Dimitri Lavalée. 11 buts en 16 matchs, le doublé Coupe Championnat et l'option de 7 millions d'euros qui est levée l'été dernier. Et là on fait une pause, messieurs. Si je vous dis un attaquant propriété d'un grand club de Londres qui enchaîne les prêts en début de carrière, vous pensez à Harry Kane, merci de suivre. Déjà le quiz ? Ouais, pas encore. Et si je vous parle d'un buteur nordique qui explose tout en Autriche, et là vous me dites si vous avez bien écouté, bravo, ils écoutent bien. Donc on tiendrait un mix des deux. On tiendrait un mix des deux ? Oui, c'est pas moi qui le dis, c'est Biret lui-même dans une interview à iNews. Je suis un Haaland du pauvre et un Kane du pauvre, un mélange des deux à un niveau bien pire. Alors là, on a en tout cas l'anti-Zlatan et un joueur frais qui s'amuse et qui s'explique aussi. En fait, comme Haaland, tout ce qui m'intéresse, c'est marquer. Si je touche que 2 ballons et que je marque 2 buts, ça me va. Mais comme Kane, parfois, quand on ne peut pas marquer, il est important de combiner avec les autres. Voilà donc pourquoi Monaco a mis 13 millions d'euros sur ce grand fan de Didier Drogba. En se souvenant aussi de l'été dernier où il avait marqué contre les joueurs de la Principauté en amical, parce qu'Embolo marque le pas
à défaut de marquer des buts, que Georges Ilenikena, qu'on connaît bien ici, servira pour plus tard, et que Balogun, l'ancien pote de Biret de l'Académie des Gunners, s'est blessé à l'épaule. Et donc du coup, le Danois, avec son numéro 14 et son 1m87, a débarqué en janvier, avec déjà un rendement de dingue, un but toutes les 74 minutes, à la Haaland, à la Gyökeres et peut-être à la Thomas Châtel des grandes heures. Ouais, mais face à une défense de Nantes aussi qui était complètement à la ramasse. Ouais, Ce à qui est 10 à 10 assez rapidement. J'aime bien la comparaison Gyökeres, Haaland, Biret, Châtel. Il faut quand même oser. Ouais. Bon, j'espère que... oui, il faut oser. Ben, ouais, il faut. J'aime quand on ose. Et donc, osons un quiz, tant qu'on y est. D'autant plus que la semaine dernière, Alex Teclac a osé. Il a tout tenté. Et il y a eu une remontada exceptionnelle. Regardez les résultats à l'heure actuelle. 18-18. La semaine dernière, il m'a mis un bon 4-1 dans les dents, si vous me permettez l'expression. Ça fait mal, mais je pense que tu vas te rattraper cette semaine. On va parler des Danois en Ligue des Champions. Alors, j'ai joué avec Nasser Chadli, Jan Vertonghen, Toby Alderweireld, Moussa Dembélé et Romelu Lukaku. Thomasson ? Non. Un milieu de terrain dont on a parlé à Anderlecht mais qui finalement n'est pas venu. Ah, Eriksen. Bien joué. Oh, les consultants passent devant. Pour la première fois de la saison, les consultants sont devant. Alors j'ai joué avec Torgan et avec Eden. J'ai joué avec toute la fratrie des Moussanda, avec Michy Batshuayi et avec Lamine Yamal. Christensen. Bien joué. Attention, moi j'ai joué avec Philippe Albert, Paolo Maldini, Schmeichel, Andrea Pirlo, Jerzy Dudek et Bonaventure Kalou. Pierre. Non, mais si tu suis bien ce que Mathieu a dit tout à l'heure, il a prononcé son nom. Oula. C'est un buteur qui a faim. C'est John Dahl, Thomas. Ouh là 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 là. Ouais. Tu l'avais dit. Hein. Ouais. J'ai joué avec Loïs Openda, Massimo Bruno, Smail Prevliak, Peter Gulacsi et Willy Orban. Poulsen. Bravo. Oh là là, mais il repasse devant, c'est incroyable ce qui se passe. Quand on parle de joueurs modernes, je suis là. Allez, un vieux quiz, surtout dans les années 70 ou 80, merci. Un dernier. J'ai joué avec Mboem Penza, Eric Cantona, Darius Vassell, Nicolas Anelka et Ryan Schmeichel, Giggs. non ? Ouais, Schmeichel. Schmeichel a joué avec Mbo Mpeza ? Exactement, au Sporting Portugal. Oh là là, bien, écoutez. Et Mbo s'est entraîné avec le jeune Casper qui venait faire des heures sup. Eh ben, je ne savais pas du tout ça. J'en ai encore appris des choses dans ce Champions Club et je retiens aussi que les consultants sont devant. J'appelle tout de suite Alex. Points d'avance. C'est incroyable ce qui se passe en 2025. Comme quoi tout est possible aussi dans les différents scénarios qui nous attendent tout au long de la semaine. C'est la preuve. Plus que jamais, les consultants devant. Personne n'aurait osé l'imaginer. Ben voilà, c'est le cas. Et bravo à Thomas. Il faut aussi pouvoir saluer cette prestation exceptionnelle de Thomas Châtel que vous retrouverez dans le multilive mardi et mercredi. Mardi, rendez-vous avec Marie Delire et aussi Dédric Boyata. Et puis mercredi, Thomas Châtel, Alex Teclac et Thomas Meunier. C'était un plaisir. On se retrouve en mars, les gars, donc pour les 8e de finale. Excellente semaine de foot, excellente semaine de Ligue des Champions. Ciao, ciao.